L'un des premiers buts, c'est de regarder, en fait, de distinguer ce qui, dans le cerveau, en fait, corrèle avec la conscience, et de distinguer ça de ce qui, dans le cerveau, corrèle avec une vie purement inconsciente. Donc l'un des domaines d'études privilégiés, c'est pas la conscience de soi, c'est pas les formes assez élaborées de conscience. On commence, en fait, en étudiant, en fait, la conscience perceptive, la conscience visuelle, tout simplement parce que c'est un des domaines, la vision, pour lesquels on a énormément d'outils de mesure. On peut bien mesurer ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on voit. On peut bien mesurer ce qui se passe même par le biais de mesures comportementales. Et donc là, c'est vraiment un des domaines privilégiés, même s'il y a des choses qui commencent à se faire en fait sur les expériences hors corps, par exemple, sur les expériences dans le domaine de la perception de soi. Mais ça, c'est très très récent. Donc juste, pour ceux qui n'y connaissent rien, une vue très très globale du cerveau, parce qu'on va parler en fait de régions occipito-temporales et de régions frontales. Donc ça, c'est une vue du cerveau, ça c'est l'arrière du cerveau. Donc ici, vous avez le lobe occipital, ici vous avez le lobe temporal, ici le lobe pariétal et ici le lobe frontal, donc vers le front, vers les tempes. Ici, vous avez ce qu'on appelle la voie ventrale, donc qui passe par ici, la voie ventrale du cerveau. Et ici, vous avez la voie dorsale. Donc en quelque sorte, si vous imaginez le cerveau comme ça c'est le dos du cerveau, ça c'est le ventre du cerveau. Et je vous dis ça parce que cette notion de voie dorsale, voie ventrale, en fait, est très importante en fait, pour la distinction entre traitement conscient et traitement inconscient. Donc une première méthode qui a été utilisée dans les années 90, c'est ce qu'on appelle la rivalité binoculaire. Donc ici, cette méthode en fait consiste à avoir le sujet face à des stimuli en fait, qui apparaissent dans chaque œil. Donc on se débrouille en fait, pour faire apparaître un stimulus dans un œil. Donc un stimulus, ça peut être un objet quelconque, ça peut être un visage par exemple dans un œil, et puis dans l'autre œil, on fait apparaître autre chose. On peut faire apparaître une maison par exemple. Donc ici, dans cet exemple, en fait, on fait apparaître une barre, un disque avec des rayures qui sont soit horizontales, soit verticales. Donc dans un œil, elles sont horizontales, dans un œil, elles sont verticales. Et donc ce qui se passe, c'est pas qu'en fait vous fusionnez les deux. Donc en rivalité binoculaire, ce qui se passe, c'est qu'en fait vous oscillez. C'est-à-dire toutes les 3-4 secondes, vous allez passer de ceci à cela, à ceci. Voilà, c'est indiqué ici, à cela. Mais vous ne fusionnez pas les deux. Vous ne fusionnez jamais les deux. Le cerveau est bien fait. En fait, lorsqu'il reçoit deux informations en contradiction dans les deux yeux, au lieu de les fusionner, en fait, il en supprime une. Et donc ça permet en fait de présenter des stimuli, donc aux deux yeux, et en fait de s'assurer que les stimuli sont exactement tout le temps les mêmes, et on va pouvoir en fait étudier ce qui se passe lorsqu'on se met à voir celui-ci, mais qu'on ne voit pas celui-là, et vice-versa. Donc les premières expériences, elles ont été faites en fait dans les années 90 par le groupe de Logodetis, en fait en utilisant de l'enregistrement de cellules uniques chez le singe. Alors dans ces expériences, en fait, on présente d'abord, on entraîne le singe en fait à répondre avec un levier comme on voit ici. Donc dès qu'il voit un visage, en fait, il doit en fait appuyer sur le levier de droite, par exemple. Et on voit qu'il y a certaines régions en fait qui, dès que le visage apparaît, se mettent en fait à décharger, enfin certains neurones qui se mettent à décharger en fait spécifiquement pour les visages. Donc ensuite, on a une autre condition dans laquelle cette fois ces mêmes neurones ne déchargent plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on présente en fait quelque chose qui est une sorte de pattern, qui n'a rien à voir avec un visage. Et là, en plus, le singe doit dire en fait ce qu'il a vu. Il doit dire en fait s'il a vu un pattern en fait en appuyant cette fois sur la manette de gauche. Et donc la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on présente en fait les stimuli dans les deux yeux, un stimuli dans chaque œil. Donc si on présente un visage dans un œil et un pattern dans l'autre œil. Donc comme c'est indiqué ici, eh bien, lorsque le singe vous dit que ça oscille et que qu'il est en train de voir un visage, donc il appuie sur la manette de droite, et là, les neurones spécifiques au visage se mettent à décharger, et par contre, lorsque le singe, alors que c'est exactement la même stimulation, lorsque le singe, maintenant, oscille et vous dit « Tiens, maintenant, je suis en train de voir, là, ça vient de changer, là, je suis en train de voir un pattern », alors, on voit que les neurones oscillent moins bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça,
c'est vraiment des corrélats de la subjectivité, parce que finalement, ce qui est présenté à l'écran, c'est toujours la même chose. Donc la simulation physique reste exactement la même dans les deux cas, mais en fonction de ce que le singe rapporte, en fait, les neurones, certains neurones, vont encoder donc en fonction du contenu subjectif. Donc si le singe vous rapporte qu'il est en train de voir un visage, voici ce qui se passe. Si le singe vous rapporte qu'il est en train de voir un pattern, voici ce qui se passe. Et donc on peut aller maintenant étudier l'architecture cérébrale en regardant en fait, quelles sont les régions en fait, qui corrèlent avec les changements subjectifs et pas les changements de structure. Pas les changements physiques, pas les changements liés à la présentation. Et donc on peut voir qu'en fait, ici, donc dans les régions occipitales, donc postérieures du cerveau, qui sont les régions visuelles, donc ici, ce qu'on appelle V1, c'est l'aire visuelle primaire, V2, V3, etc. Donc ça, ce sont tout un ensemble de couches qui sont impliquées dans le traitement visuel. Et donc on voit qu'en fait, les régions visuelles primaires, elles corrèlent très peu, en fait, donc à 20%, voire 40%, en fait, avec le ressenti subjectif. Par contre, on voit qu'il y a d'autres régions qui sont en fait dans les régions temporales. Alors ça, c'est un cerveau de singe. Donc ici, on voit que les régions temporales, en fait, notamment ce qu'on appelle la région inféro-temporale et ici le sillon temporal supérieur, en fait, sont des régions qui corrèlent très très bien avec l'expérience subjective. Donc elles répondent lorsque il y a un changement dans l'expérience subjective, mais encore une fois, qui n'a rien à voir avec le changement physique. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait ça montre que finalement cette voie ventrale semble très très bien corrélée avec l'expérience consciente et pourrait constituer en fait un corrélat neuronal de la conscience, donc la voie ventrale du cerveau. Et donc ça a été fait en fait par la suite chez l'être humain en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc l'IRM, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est une méthode, c'est une méthode assez moderne qui est l'équivalent d'un scanner, mais qui permet d'avoir des images assez précises du cerveau et surtout en fait des différences, ce qu'on appelle les différences d'oxygénation du cerveau, et qui permet de voir en fait si une zone travaille plus qu'une autre en regardant en fait en quelque sorte le débit d'oxygène dans cette zone, ce qu'on appelle la réponse hémodynamique. Et donc, donc dans le cerveau, en fait, on sait qu'il y a deux régions, une région qui s'appelle la FFA. Alors, je suis désolé, je l'ai mis en anglais, mais donc c'est en fait en quelque sorte l'aire fusiforme des visages. Donc c'est une région qui est ici, c'est une région qui est aussi dans la voie ventrale. Donc ça c'est une coupe du cerveau, mais qui est assez basse, donc qui est ici dans la voie ventrale. Et vous avez une autre région qui est l'aire parahippocampique, ce qu'on appelle l'aire parahippocampique des places, en fait, parce que c'est une région qui répond de manière préférentielle à des stimuli tels que des maisons ou des endroits qu'on peut localiser dans l'espace. Et donc cette autre zone, elle répond de manière privilégiée à des visages. Alors, on ne va pas généraliser, faire de généralisation abusive, on ne va pas dire que en fait, ça veut dire que les maisons sont stockées ici et que les visages sont stockés ici. Peu importe. Ce qui est important, en fait, c'est que cette région, elle répond de manière préférentielle pour les visages, donc on peut étudier l'activation liée à des visages. Et ici, cette région, elle répond de manière préférentielle pour les maisons. Donc ça veut dire qu'on peut étudier l'activation liée aux maisons en regardant en fait les débits sanguins liés à l'oxygénisation du cerveau dans ces régions. Donc, ce qui a été fait ici chez l'humain, c'est qu'on a présenté en fait donc de manière aléatoire en fait des fois des visages ou des maisons. Donc on présente par exemple ici un visage. Et on présente une maison. Pardon, je disais de manière aléatoire, mais en fait c'est de manière séquentielle. Donc on présente d'abord un visage, puis ensuite une maison, puis ensuite un visage, etc. Et donc on peut voir que, en fait, lorsque le sujet perçoit une maison, donc il y a plus d'activité en fait pour la PPA. Et par contre, lorsque le sujet perçoit un visage, donc présenté à l'écran, là, il y a plus d'activité pour la FFA. Donc ce que ça montre ici, c'est que vraiment, ça confirme l'hypothèse dont je parlais juste avant, c'est juste que lorsque vous voyez un visage, en fait, cette région répond plus. Lorsque vous voyez une maison, cette région bilatérale répond plus aussi. Okay. Donc maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe dans des conditions où on présente un visage dans un œil, à des êtres humains, et une maison dans l'autre œil. Donc c'est ce qui a été fait en fait tout simplement avec un dispositif assez ingénieux et très simple.